Zulflaoun, mesdames et messieurs, bienvenue. On demande à ce que les gens s'assoient, s'il vous plaît. On a le plaisir de vous accueillir. مرحبا يسون عاد نبداو ست مزيغ تشكر ما سياد الله يبارك الدكتور سيدي تسام مرحبا يسون الساكين لا سراي دكتور سعيد سعدي المند نتفسكا تمازيغ في مونريال يتسهيت في الدراليس يمازيغون الملكان وقافا. Nous accueillons donc cet après-midi Dr Saïd Sadi pour donner une conférence dans le cadre des activités du Festival Amazigh de Montréal, un festival qu'organise la Fédération des Amazighs de l'Amérique du Nord. La conférence va commencer d'abord par une présentation succincte de notre invité, Saïd Sadi. Ensuite viendra une communication qui prendrait de 25 à 30 minutes. Suite à cela, on va entamer les débats. Donc, on va aller tout droit au but. On va présenter Saïd Sadi. Il n'est plus à présenter, mais on va quand même établir un petit tableau de son parcours. Intellectuel et en politique algérien. En février dernier, il s'est officiellement retiré du Rassemblement pour la culture et la démocratie, parti d'opposition de tendance social-démocrate qu'il a fondé en 1989 et dont il fut aussi président fondateur de la première Ligue algérienne des droits de l'homme. Il fut aussi à l'origine de la création de la première section d'Amnesty International en Algérie. Médecin psychiatre de formation, il est l'auteur de plusieurs livres, dont Askouti, écrit en Tamazight, le RCD à cœur ouvert, Culture et démocratie, Algérie, l'échec recommencé, Algérie, l'heure de vérité, Amirouche, une vie, de mort et un testament, et son dernier, Shrif Khaddam, le chemin du devoir, ou bien Avridi Gounin. Saïd Sadi, quand on l'avait sollicité, n'a pas hésité un instant à répondre favorablement à notre demande. Il s'est dit que notre projet de fédérer les Amazighs, de toute l'Afrique du Nord, dont il fait un combat et un rêve. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas hésité un instant à venir, et vous savez combien le voyage est long. Il a fait Alger, Maroc, Montréal. Il est arrivé hier soir, épuisé, mais il tient toujours à donner une conférence dans le cadre du Festival Amazigh, et c'est pour cela qu'on est fiers de lui et on vous demande de l'accueillir chaleureusement. Est-ce que vous entendez comme ça? C'est le mieux. Ça va? La son est bonne. Juste un petit point de détail technique. Il y a des gens qui m'ont demandé de leur faire des dédicaces des livres là, qui sont ici. Je le ferai volontiers, mais après. J'aime pas faire du retard dans ce qui est programmé, c'est tout. Donc moi, je prendrai le temps qu'il faut pour régler ça. Cette parenthèse est fermée. Donc je tiens à mon tour هذا هو اللي الناس يقولوا مقارنة غير غاسقي وين خاصو لا ماشي ولا غلينا زرا ماشي ولا اللي في فبراير تمرت القبايل تفسوسي مزيان ثورة الجوجوية لاس مني غاس لي سواتي شبان ثقيل إلى بنادم هذه يري ربي يفتكر إذ يري لي مدانا يرني ربي نتيمات. Et le principe même de cette fédération monde va droit au cœur et vous verrez pourquoi dans la suite de cet exposé. Donc je tiens absolument à vous saluer. Je sais ce que sont les week-ends pour des gens qui travaillent, qui peuvent avoir d'autres occupations, et j'apprécie à sa juste mesure votre nombreuse présence ici aujourd'hui. Je voudrais encore une fois saluer les militants qui travaillent dans l'ombre pour organiser ce genre de challenge. C'est du temps, c'est beaucoup d'énergie qu'ils prennent sur leur temps et celui de leur famille.
Et j'ai trop éprouvé ce genre de monde pour ne pas apprécier à sa juste mesure ce genre d'engagement. Mais plus que tout donc, le principe d'essayer de fédérer ces énergies autour de la culture amazigh, au-delà des sectarismes nationaux, qu'il faut savoir combattre lorsque cela est nécessaire, cette structure, cette organisation, pour moi, trouve sa pertinence dans un moment historique absolument déterminant. Je vais essayer de le démontrer dans la suite de mon intervention. Nous faisons souvent des rappels historiques et je crois que certains aujourd'hui s'imposent en raison justement de la nature de ce festival. Beaucoup de vous doivent le savoir, en tout cas les jeunes qui ne savent pas devraient l'apprendre. À chaque fois qu'il y a une impasse historique sur la région de l'Afrique du Nord, sur la rive sud de la Méditerranée occidentale, c'est rarement à l'intérieur que se dénouaient les contraintes qui étranglaient les espérances de ces populations. C'est toujours l'immigration qui a été l'amorce, le déclencheur de grands mouvements historiques. Ça a commencé avec l'étoile nord-africaine depuis 1926. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'apport à la guerre d'Algérie de la Fédération de France du FLN au moment où il y avait un vrai reflux, un étranglement aussi des maquis à l'intérieur. Et lorsque nous avions relancé, nous, notre génération, le combat sur la problématique identitaire et des libertés démocratiques, je crois sincèrement que pour une bonne part, le printemps amazigh, sa pérennité, sa résonance, je fais d'ailleurs une contribution dans l'Ouatan avec un certain nombre d'animateurs d'avril 80 la semaine prochaine, cette pérennité, nous le devons aussi à l'apport, au soutien et à l'amplification de la communauté immigrée. Donc, c'est pas parce que vous êtes là que je le dis, je vais éditer un livre au Sénégal où je rassemble l'essentiel des discours que j'ai pu faire sur la communauté immigrée ici et là. Je crois que vous devez être absolument conscient du rôle et de la mission qui peut être la vôtre dans le court et moyen terme. Et malheureusement, ces regroupements naturels, ces rapprochements naturels qui ont existé dans le passé, sont en train de se dissoudre, voire de se transformer en animosité entre les trois pays d'Afrique du Nord, alors que j'ai le souvenir très net d'un certain monsieur Omar Boudaoud, qui était un immense bonhomme, c'est l'ancien président de la Fédération de France du FLN. C'est lui qui a transformé, qui a transplanté la guerre en territoire français. C'est comme ça que l'opinion française a commencé à se réveiller sur l'horreur de la colonisation. Il m'avait dit qu'à l'époque, eh bien, il y avait des Marocains et des Tunisiens, probablement informés par leurs compatriotes sur les horreurs qu'il y avait en Algérie et les milliers de réfugiés qui se retrouvaient sur les pays voisins, ont souvent témoigné de la disponibilité logistique et même opérationnelle pour aider les Algériens à se libérer. Dans le livre qui vous est présenté ici, qui est consacré à Chérif Khadam, parce qu'à mon avis il le mérite, mais aussi j'en ai profité pour restituer le combat de notre génération, parce qu'il nous a accompagnés avec Mouloud Mahabri, c'est nos deux béquilles qu'on a trouvées vraiment. Et il ne faut pas sous-estimer le poids de cet homme-là, parce que par la chanson, dans un pays dominé par l'oralité, l'amplification de notre combat a été absolument un élément majeur grâce à la chanson, notamment à l'élan, à l'impulsion qu'il a donné à travers la modernisation de la chanson. Et bien Chérif Khadam lui-même, vous devez le savoir, est devenu chanteur grâce à des Marocains. À l'époque, les émigrés habitaient souvent dans le même hôtel. C'est des petits hôtels de marchands de sommeil. Hein, et Inaïd, je raconte ça dans le livre, Inaïd, c'est en accompagnant, comme ça, à Capella, un petit orchestre qui jouait dans les soirées, dans les tôles où ils habitaient, que le chef de la troupe a repéré la netteté de sa voix, qui a eu le temps de déguiser dans une zaouia parce qu'il psalmodiait le Coran. Et c'est comme ça qu'il a été intégré dans la petite troupe, etc. Par la suite, celui qui a mis le pied à l'étrier à son envie de donner une rationalité académique à son art, c'est Mohamed Jamboussi, qui était tunisien, qui lui-même revendiquait ses origines amazighes alors qu'il était arabophone. Il faut le savoir.
C'est vous dire que, avant les indépendances, ça peut être paradoxal, les communautés émigrées avaient des liens guérissants. D'ailleurs, même sur le plan commercial, souvent les gens s'associaient. C'est après les indépendances, notamment après la contestation des frontières par le Maroc et par la Tunisie d'ailleurs, des frontières héritées de l'ordre colonial, que les choses se sont gâtées. Alors que, et je tiens à rappeler aussi un élément important que vous devriez savoir vous, en 1958, avril, à l'époque où le parti de l'Istiqlal représentait effectivement les espérances marocaines, à l'époque où le Destour représentait effectivement les espérances tunisiennes, à l'époque où le FLN représentait effectivement les espérances algériennes avant de devenir le détritus que c'est devenu, eh bien, il y a eu une conférence à Tanger, je vous cite de mémoire les résolutions, disons en gros, mais l'esprit c'est celui-là, nos indépendances respectives n'auraient de sens que si elles se parachèvent dans la construction d'une fédération des États nord-africains. Je parle de 1958. Nous sommes en 2018, ça veut dire 60 ans plus tard, les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont fermées. Et il y a en Algérie comme au Maroc des segments conservateurs qui s'entendent comme la renfoire entre eux, mais qui font tout pour que ces barrières restent, parce que si les étudiants tunisiens, marocains, algériens discutent, si les syndicalistes des trois pays discutent, si les opérateurs économiques réussissent à conjuguer leurs efforts et leurs moyens, il y aura nécessairement un débat qui va s'instaurer. Et qui dit débat, dit évaluation critique des régimes en place, qui dit évaluation critique, évidemment, dit des petits risques au statu quo. Voilà donc nous en sommes au jour d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que dans l'histoire passée, l'émigration nord-africaine, donc des trois pays, n'était pas toujours homogène. Les premières vagues migratoires ont commencé vers l'Europe à la fin du 19e siècle. C'était des petits groupes. C'est la Première Guerre mondiale, par les recrutements forcés, l'enrôlement forcé dans l'armée coloniale, qui appelait les Nord-Africains pour les envoyer au front. On leur reconnaît le droit d'être soldat, mais on ne leur reconnaissait pas le droit d'être citoyen. Bon. Qui a fait que cette présence massive d'une jeunesse nord-africaine en Europe a fini par prendre racine par la suite. Mais, comme les statuts des trois pays n'étaient pas les mêmes, l'Algérie était une colonisation de peuplement. La Tunisie et le Maroc, c'était des protectorats. Bon, ils étaient dominés, mais on leur laissait un semblant de représentation en dehors des affaires étrangères et de la défense, où les Marocains avaient un petit droit de regard sur leurs affaires, ce qui n'était absolument pas le cas en Algérie. La présence algérienne qui était massive, s'est très rapidement orientée vers les mines ou l'industrie. Les Marocains, en nombre moindre, ont été rapidement orientés vers l'agriculture. Alors les Tunisiens, c'est très intéressant à voir, qui eux ont gardé une relation avec la communauté juive assez apaisée. Se sont retrouvés dans le commerce, dans les petits services, etc. etc. Et cette répartition a pu évoluer en certains moments selon les régions, etc., n'a pas fondamentalement été bouleversée par la Deuxième Guerre mondiale, qui a consommé aussi son lot de soldats nord-africains, vous pensez bien. Il en a été ainsi jusqu'au début des années 60. Après les indépendances, à cause des conflits dont on vient de parler, notamment la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc, qui n'a pas duré beaucoup, ça a duré quelques jours, mais ça a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, après l'indépendance, cette différenciation est restée du côté du Maroc. On verra toujours que l'histoire de l'immigration, c'est une contrainte, c'est malin. Il faut citer des raisons économiques, c'était des raisons sociales, et plus tard, pour beaucoup, c'était des raisons politiques. Certains d'entre vous, c'est des choix de vie que je respecte totalement et je les comprends.
Après l'affaire Ben Barka, pour les plus jeunes, c'est un dirigeant marocain qui a été enlevé par les services spéciaux marocains, qui a disparu depuis. Il y a eu une très grave crise entre la France et le Maroc qui a abouti à une rupture des relations diplomatiques. Alors cela a entraîné une pression sur le royaume du Maroc qui ne pouvait plus exporter sa main-d'œuvre. Et c'est là que Hassan II a décidé, pour deux raisons. Des raisons sociales et économiques, parce qu'il y a eu des migrations qui nourrissaient les familles à l'intérieur, et des raisons politiques, c'était une espèce de soupape de sécurité, notamment vis-à-vis du Rif, où il y a eu une terrible insurrection et répression sanglante en 1958. Il a commencé à organiser des filières d'immigration vers l'Europe du Nord, parce que la France, ça se passait mal après l'affaire Ben Barka. Donc on trouve de grosses communautés en Hollande, le maire de Rotterdam était rifin, actuel. J'en ai trouvé, j'ai fait une conférence à des rifins à Francfort. On trouve en Belgique, avec une réputation, hélas, sulfureuse ces derniers temps. Et on en trouve par la suite en Amérique du Nord. En même moment, donc c'est une contrainte. Hassan II a voulu se débarrasser de la contestation rifaine et soulager un peu la pression économique que pesait sur lui, la restriction, la contraction de l'immigration vers avec la France, à cause du différend qu'il a eu avec la France. Les Tunisiens ont géré leur communauté avec un certain apaisement, grâce à Bourguiba. Ils n'avaient pas entamé, après l'indépendance tunisienne, une relation trop conflictuelle avec l'ancienne puissance coloniale. Donc la communauté immigrée était vécue comme un segment spécifique de la collectivité nationale et ils n'étaient pas spécialement diabolisés ni embêtés quand ils allaient venir. C'était plutôt un acteur utile à la collectivité nationale. Et comme c'est un pays qui était aussi ouvert sur le tourisme, on donnait cette présence à l'étranger comme une plus-value dans le profil que pouvait donner la nation tunisienne. C'est le seul pays qui a géré de manière à peu près lucide et sereine sa communauté immigrée. Hassan II en a parlé. L'Algérie, par contre, qui avait déjà une bonne communauté présente en France après l'indépendance, a vu son quota augmenter parce que les accords d'Évian, ne s'est pas assez, donnaient une primauté à la présence algérienne en France. Ça faisait partie des accords d'Évian. Donc pendant très longtemps, les Algériens avaient le droit d'avoir des commerces, des biens que les Marocains ou les Tunisiens, les Marocains ou les Tunisiens n'avaient pas le droit de prétendre. Sauf que pour le régime algérien, c'était une communauté porteuse de risques. C'est-à-dire, la prison, c'est une Algérie, je l'ai écrit dernièrement dans un site américain, je le redire ici, ça va me valoir quelques amitiés en plus, mais j'en suis pas après. C'est une immense prison. Pas de tourisme parce que c'est une porte ouverte à l'extérieur. Les problèmes de l'école, il faut absolument que ce soit des problèmes stérilisants. La frontière avec le Maroc va être fermée, l'immigration doit être diabolisée, etc., etc. Et donc la vision qu'avait le régime boundien de la communauté migrée, c'était un risque potentiel. On les accueillait très mal, j'ai le souvenir de gens qui se plaignaient régulièrement quand ils venaient, ils subissaient des fouilles difficiles, humiliantes au port et aux aéroports, et on a mis en place ce qu'on appelait l'amicale des Algériens en Europe, qui est une organisation parapolicière, hein, pour les encadrer, mais qui n'ont rien encadré du tout. Ce qui fait que la communauté, à part les vieux retraités qui étaient parqués dans ce qu'on appelle les foyers de la Sonacotra, c'est des retraités des marins, comme étaient des nains, on envoie des bus pour les sortir les pauvres avant chaque élection. Il n'y avait absolument pas de contact, il n'y avait pas de surface de contact entre la représentation diplomatique et consulaire algérienne et la collectivité nationale. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les partis politiques de l'opposition, laminés sur le terrain, ont survécu dans l'immigration. Le PRS est resté longtemps un parti qui a produit beaucoup de documentation, etc., mais limité à l'immigration. Lorsqu'on a relancé le FFS, avant que je reprenne moi la direction à l'intérieur du pays, c'est par le contact avec l'immigration que le FFS a rebondi en 1978. Le mouvement culturel berbère, on ne le sait pas assez, a pu survivre en termes de production de relais
d'échange de documents qui nous parvenaient. Pas Internet à l'époque, hein, pour avoir un bouquin, pour avoir un article, pour avoir une référence. C'était nos amis de Vincennes ou d'autres étudiants qui nous les envoyaient. Et les jeunes étudiants immigrés ont eu un immense mérite dans l'alimentation de la réflexion de ce qui fut le printemps amazigh. Et Cherif Khaddam a joué, qui est aussi un émigré avant d'être chanteur, a joué un immense rôle pendant une vingtaine d'années avec la communauté émigrée, notamment les jeunes de notre génération, avec lesquels il a développé une grande complicité pour essayer de donner plus d'écho aux thématiques diaboliques de l'époque qui étaient développées. Et donc, au moment où Hassan II pousse les zones turbulentes vers l'extérieur, l'Algérie, elle essayait de fixer, enfin l'Algérie, le régime algérien essayait de fixer sa collectivité immigrée dans le pays d'accueil. Mais je dois dire que ce n'est pas uniquement une perception d'un individu, c'est malheureusement une vision largement partagée dans le système. Je vais vous donner deux exemples. Lorsque Boudiaf est revenu, on discutait de choses et d'autres, et moi je lui ai dit, entre autres problèmes, c'est vous qui avez dit que l'école algérienne est sinistrée, ça c'est le constat, mais la conséquence, ça veut dire que même si vous avez les meilleures volontés du monde pour relancer une dynamique de développement sérieuse, nous avons un immense problème de ressources humaines. Parce que la qualité de l'éducation nationale se traduit aussi par ce manque de performance. Et là, il me dit, bon, c'est bien beau, mais ça, tu nous donnes des problèmes, moi, je cherche des solutions. Et puis, il me dira, c'est la seule solution pour l'instant, c'est le recours à la communauté immigrée, à condition de changer, d'avoir la volonté politique de complètement changer le regard sur ses compatriotes. Je dois dire d'ailleurs qu'elle a été spontanément disponible. Vous savez ce qui s'est passé, etc. J'ai eu la même discussion avec Bouteflika, problème, relimite de cadre, etc. Il n'a pas répondu, j'ai insisté, il dit, vous ne les connaissez pas, ces immigrés. Moi, quand il m'arrive de sortir en Amérique du Nord ou en Europe, je les rencontre, j'essaie de garder au mieux le contact avec eux. C'est un miracle qu'ils aient gardé une mémoire plutôt positive d'un pays qui les a laissés partir et qui ne s'est pas toujours souvenu d'eux-mêmes. Et j'insiste, il y en a qui sont incontrôlables. Mais pourquoi vous voulez les contrôler? Il s'agit de libérer les énergies, il ne s'agit pas de les contrôler. Donc vous voyez un peu les différences de perception entre deux personnes. Mais ce n'est pas le seul. J'ai le souvenir, un autre exemple, pour vous dire le regard des autorités algériennes sur la communauté immigrée. En 1990, j'étais patron du RCD et on s'est dit, pourquoi les Marocains réussissent à drainer en sécurisant les flux financiers de l'immigration et que nous, on est dans l'échange parallèle, la double parité, donc la POI de Tizi Ouzou avait formulé le vœu de faire une espèce de banque dédiée au drainage et à la valorisation du patrimoine financier de l'émigré. Donc, une grosse étude. Et on avait mis en place ce qu'on avait appelé la financière de Kabylie. À l'époque, le ministre du budget, c'était Ali Blouari, qui, je dois dire, a totalement adhéré. Je n'ai pas besoin de vous dire que moins d'un mois et demi plus tard, je reçois une information disant que le projet est enterré, pas question d'admettre que les émigrés puissent peser financièrement, et que c'est une décision qui échappe au gouvernement. Donc vous voyez un peu la perception de la communauté émigrée à travers le régime algérien. On n'en est pas tout à fait sorti au jour d'aujourd'hui. Il est absolument pourtant impératif que des connexions s'établissent entre ces collectivités émigrées des trois pays. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne suis pas devin, mais je n'ai pas l'impression que la situation peut durer très longtemps comme ça, pour des raisons sécuritaires, démographiques, migratoires, économiques, et puis de limites financières du pays. Et s'il n'y a pas une mise en perspective des trois pays pour offrir une économie viable, soumise à la transparence et à la compétitivité,
avec une vraie révolution éducationnelle. Les Tunisiens et les Marocains sont en train d'essayer de sortir des slogans du panarabisme linsen, mais pour l'instant, les Algériens, ça clapote plus que ça ne bouge. Hein. Eh bien, sans la communauté immigrée, je ne vois pas comment on peut faire. C'est la matrice à travers laquelle la modernité peut enfin poser cet espace dans une vision géopolitique autonome qui la distingue, je ne dis pas qui l'oppose, qui la distingue d'un Orient fantasmé sur lequel ont déliré tous les nationalistes pendant des années. Et c'est le seul espace où il n'y a pas eu de guerre de religion, par exemple. L'exception faite du royaume des Rostémides, mais je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Donc il y a une véritable potentiel de cet espace à sécuriser la rive sud de la Méditerranée occidentale dans un projet alternatif de paix et de progrès, mais je crois sincèrement que le discours que nous développons, là je repars au Maroc, hein. Je vais faire une grosse interview dans un magazine marocain, j'imagine que j'aurai droit à tous les qualificatifs aimables achetés par les Marocains, il a embrassé la main du roi, il a vendu l'Algérie, etc., etc. Bon. Mais si les communautés immigrées n'arrivent pas à trouver des connexions pour dépasser, soyons généreux, les frilosités qui vous opposent et qui sont nourries par des gens qui eux s'entendent très bien, je crains que le travail qui est fait là-bas, dans cette mise en perspective de ce chantier qui va faire écho à cette réunion de Tanger de 1958, risque de connaître quelques retards, pour ne pas dire quelques ressacs, sinon quelques reflux. Et je sais bien que vous avez des problèmes de guerre, il faut vous installer dans des pays d'accueil, mais même pour vous, communauté immigrée ici, si jamais il y a un semblant de relation transversale sur ceux qui vous rassemblent. Les Marocains sont monarchistes, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut les attaquer. Vous n'avez pas à leur demander de changer d'approche du régime qu'ils ont décidé d'avoir. Mais grâce au printemps berbère de 80, la résonance amazigh, l'histoire structurante des trois pays est en train de se mettre en mouvement. Et notamment au Maroc, il y a une grosse communauté berbérophone. Vous allez être surpris, j'étais à Tunis, les élites tunisiennes, qui sont très largement arabisées là-bas, il y a eu 2 ou 3 petites communautés berbérophones, se sont battus à mort avec les islamistes de Nahda. Il y a eu une révision de la Constitution, je ne sais pas si vous avez suivi là-bas, pour que parmi les référents identitaires de la Tunisie, il y ait intégration du fait amazigh. Ils ne sont pas arrivés, mais dans ce genre de combat, il ne faut pas calculer en 6 mois, en 7 mois. Quand on veut reconstruire l'histoire, il faut accepter que les combats soient longs, soient difficiles, et qu'éventuellement, les générations qui viennent derrière trouvent des fondations sur lesquelles construire. En Libye, vous avez pu le voir, il y a une résurgence de la revendication des racines amazighes. J'ai regardé dernièrement, ça m'arrive rarement, mais je l'ai fait, j'ai regardé dernièrement une télévision égyptienne. Il y avait un débat vif sur une télévision égyptienne où 2 femmes originaires de Siwa étaient en train de dire nous ne sommes pas des Arabes. Si vous voulez maintenant ethniciser le débat politique, allons au fond. Nous sommes des Amazirs de Siwa sur une télévision égyptienne. Et d'autres ont dit on va revendiquer nos racines pharaoniques. Donc le printemps amazigh, c'est une onde de choc qui a largement débordé et de la Kabylie et de l'Algérie pour lancer un vaste débat, à mon avis de qualité, qui n'a pas fini de résonner à travers plusieurs générations. Mais dans ce genre de situation critique, l'immigration a toujours répondu présent. Donc l'idée est de fédérer les énergies amazighes dans un projet alternatif, démocratique, qui nous sorte de cette impasse où le ba'athisme et l'islamisme ce sont les 2 boulets qui tirent vers le bas, ils sont supposés être opposés. Hein. Le Ba'ath est censé être un parti laïque, à l'origine. L'islamisme, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Mais lorsqu'il s'agit de bloquer la réforme de l'école, de la justice, ils se rassemblent. Hein. Donc, il va falloir savoir que les 3 immigrations sont condamnées à trouver des passerelles entre elles, et à la limite, pour une fois, il y a une leçon à prendre sur les islamistes. Les islamistes tunisiens, algériens, marocains, eux, ils savent faire.
etc. Alors je sais bien que c'est peut-être pas les polémiques de l'actualité que je vous ai présentées d'ailleurs, mais soyez en tout cas persuadés que pour moi c'est une profonde conviction et c'est un combat qui mûrissait intellectuellement dans ceux avec qui j'ai partagé l'essentiel de mes préoccupations depuis de très très longues années. Et vous êtes mieux placé ici, en Amérique du Nord, dans un premier temps qu'en Europe, où la pression des médias, où la mémoire post-coloniale sur l'Algérie pèse toujours. Si la communauté algérienne était soudée dans les années terribles, dans les années 90, sanglante guerre, je suis persuadé que le Kituki, qui a eu des effets absolument dévastateurs sur le combat des démocrates, n'aurait pas fait autant de dégâts. Et si en plus les trois communautés s'étaient fédérées, les journaux de gauche d'ailleurs, Le Monde et Libération pour ne pas les citer, qui ont fait la promotion de l'islamisme, manière de dire c'est ce qui convient le mieux à ces barbares, eh bien ils n'auraient pas osé aller aussi loin que ça. Le pétinisme, Le Pen, Lucifer Shaitan Rajim pour les Français, le GIA, c'est ce qui nous convient le mieux, quoi. Si ce n'est pas du racisme, je demande à voir ce que c'est. Eh bien, c'est aussi la diffraction, l'éparpillement de nos énergies à l'époque, qui avait des raisons évidentes, qui a fait que, sur le plan de la gestion médiatique de la crise algérienne, au-delà des erreurs qui a été commises, a eu un contre-coup terrible. Donc, pour ne pas trop m'étaler maintenant sur, peut-être c'est ce que vous allez dire qui est intéressant, je crois que vous devriez commencer à lancer un débat. Moi, je ne suis pas là pour donner des clés, hein, c'est très compliqué, il faut écouter tout le monde, mais je sais qu'en Amérique 80, on a géré le pouvoir, il a reculé, on a été libéré, parce que le débat qu'on a lancé est un débat de qualité et digne. Et lorsqu'il y a un débat, il est extrêmement rare que la démagogie ou le populisme prennent le dessus. Alors, voilà ce que je voulais vous dire assez rapidement. Maintenant, débattons. Moi, je suis ouvert à toutes les hypothèses s'agissant de cette idée à laquelle, ici et ailleurs, je ne suis pas le seul à appeler à cela, nous devons absolument construire, et l'émigration, une autre fois, est au rendez-vous de l'histoire.